vous voyez sur cette première diapositive qu'on est arrivé à mettre en place avec les néphrologues de la région PACA un réseau assez large où ils nous adressent globalement les patients avec une maladie rénale qui est suspectée d'être d'origine génétique. Donc vous voyez qu'on draine toute la région autour de Marseille, mais on draine également jusqu'au Var et on draine également à Avignon et jusque quasiment dans les Alpes. Donc on a commencé notre activité en janvier 2020 jusqu'à aujourd'hui, en gros, nous avons reçu pour des consultations de néphrogénomique à peu près 618 patients suspectés de maladies rénales génétiques et nous sommes deux à réaliser cette activité de consultation de néphrogénomique que je vais vous exposer, donc moi et Stéphane Burté. Au préalable, ce qui était important de mettre en place pour pouvoir mettre en place cette activité, c'était de bien être clair sur ce que nous allions faire et quelle était la stratégie que nous allions utiliser. On a d'emblée décidé d'utiliser une approche pangénomique avec le séquençage de l'exome. Nous nous sommes du coup interrogés avec les généticiens du CHU de Marseille pour voir s'il y avait une possibilité de faire ça directement à l'hôpital, ce qui était compliqué. Et donc, nous avons mis en place un partenariat avec un laboratoire privé pour faire le séquençage de l'exome et la mise en place d'un modèle de co-interprétation qui en fait était calqué sur le modèle de Laurent Ménard. Et donc, pour pouvoir faire les choses correctement, il était important d'informer le patient sur le parcours qu'il allait entamer en venant à la consultation, au préalable, avant même qu'il arrive, avec un petit dépliant sur lequel le patient avait de l'information sur ce qu'allait être le test que nous allions réaliser, ce que nous pouvions y trouver et quelles étaient les choses importantes qu'il allait aussi devoir faire pour pouvoir permettre à ce test de pouvoir être interprété correctement. Et donc, là, vous ne pouvez pas lire, c'est en petit, mais on demande au patient de commencer la consultation avant même qu'il arrive, à faire notamment son arbre généalogique et à faire l'enquête auprès de sa famille des différentes des maladies rénales éventuelles, pas forcément uniquement des patients dialysés ou greffés, hein, ça peut être une maladie rénale beaucoup moins sévère ou une simple anomalie du sédiment urinaire. Mais ce côté-là est hyper important parce qu'en fait, le patient arrive en consultation avec des informations qu'il n'aurait pas eues s'il était venu simplement à la consultation sans l'avoir préparé. Alors, cette consultation, évidemment, elle prend du temps. Pourquoi est-ce qu'on a fait une consultation dédiée? Parce qu'en fait, il faut pouvoir avoir le temps de reprendre les choses calmement avec le patient. Et donc, c'est une consultation qui va durer entre 30 et 40 minutes en moyenne. Des fois, ça peut durer jusqu'à 1 heure, notamment lorsque les arbres généalogiques sont très grands. On a fait le choix de structurer aussi les données que l'on recueille tout au long de la consultation. Et non pas en utilisant les bons de demande classiques de génétique, mais en utilisant un fichier, en fait, un case report form qui est hébergé sous la forme d'un REDCap que nous avons mis en place, qui nous permet de tenir à jour finalement nos données, mais qui nous permet également d'adresser au laboratoire qui va faire l'analyse génétique tout le phénotype du patient avec l'arbre généalogique intégré, et de pouvoir réinterroger et réutiliser la base de données autant qu'on le veut, puisque les données qui seront structurées à l'intérieur seront à la fois les données que nous aurons récoltées pour le phénotype au moment de la consultation, mais également au moment de l'interprétation génétique et du rendu de résultats, avec différents impacts que cela peut avoir sur le patient. Donc, je ne vais pas vous apprendre comment on fait une consultation de néphrogénomique. Globalement, tous les néphrologues devraient savoir la faire, puisque les maladies rénales génétiques sont fréquentes, mais on reprend vraiment tout le dossier de A à Z du patient, qui des fois peut être assez volumineux. Et puis, ce qui va vraiment être important, et ce à quoi on n'est pas forcément rodé quand on fait de la néphrologie tout venant, finalement, c'est l'arbre généalogique qui va vraiment être important et nous aiguiller, où il y a deux choses importantes à prendre en compte. C'est vraiment chercher les maladies rénales et puis l'âge de décès des parents et des apparentés qui pourraient éventuellement avoir caché une maladie rénale qui apparaît plus tardivement, et les causes de décès également des apparentés. Alors, je vous avais dit tout à l'heure qu'on n'avait pas pu internaliser l'analyse de l'exome. Donc, cette analyse de l'exome se fait dans le laboratoire de Bioomnis, qui est situé à Lyon. Donc tout est envoyé là-bas. Nous avons un marché qui est mis en place avec eux, et grâce à la PHM et au Biogénopole, qui nous a permis de pouvoir mettre en place cette collaboration, évidemment qui est payante, hein, mais bon, toute chose a un prix. Et ce qui est assez agréable, c'est de pouvoir dire aux patients, quand ils nous quittent de la consultation, voilà, dans 2
3 mois maximum, vous aurez le résultat du séquençage qui sera soit négatif, soit positif. Et en fonction, on va arriver à soit simplement vous envoyer un courrier ou vous convoquer. Et puis, dans un certain nombre de cas, on va avoir besoin d'aller un petit peu plus loin. Et donc, je vais y venir après. Donc, je vais passer rapidement sur le choix de la méthode de séquençage, parce que ce n'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Mais je pense que ce qui est vraiment important, c'est ce modèle de co-interprétation où le clinicien est vraiment au contact du biologiste généticien chaque semaine. Chaque semaine, avec les mêmes informations qu'il aura recueillies lui-même. Mais il est au contact du biologiste généticien chaque semaine pour aller interpréter le séquençage qui a été réalisé. Ce qui est important, c'est que chacun lit de son côté l'exome, va le filtrer avec son propre algorithme en fonction de ses habitudes. Et cette interprétation va être confrontée, donc une fois par semaine, nous c'est le lundi matin, lors d'un staff qui dure en général 3 à 4 heures, le temps de faire tous les patients qui ont été séquencés. Au terme de ce staff, tous les patients qui ont été discutés vont avoir un compte-rendu de biologie moléculaire qui sera soit négatif, soit positif, mais avec du coup l'intégration dans la tête du clinicien d'une discussion qui va faciliter grandement les choses pour pouvoir rendre le résultat aux patients. Et on en reparlera un petit peu après. Donc ça, c'est l'algorithme globalement qu'on utilise. Bon, vous voyez que c'est pas très compliqué pour les biologistes généticiens. Il y a peut-être même des choses qui manquent. Voilà, mais voilà, j'ai mis les grandes lignes avec la filtration des variants par les données populationnelles. Et puis, au plus on accumule de données de patients, au plus on va pouvoir utiliser également une fréquence à partir de notre base de données pour éliminer encore plus de patients et s'intéresser aux variants qui restent. On fait des screenings systématiques pour certaines pathologies. Quand on a des patients qui sont originaires d'Afrique de l'Ouest, on va systématiquement aller regarder ApoL1, parce que sinon on passera à côté avec le filtre de fréquence. On va également pouvoir regarder systématiquement la présence ou l'absence du variant mitochondrial 3243, responsable du mélas. Et puis, en fait, là, vous avez le pipeline complet à jour à l'heure d'aujourd'hui, mais il a évolué depuis 2020, et on a ajouté sur ce pipeline certains algorithmes bioinformatiques, comme celui de Necker, pour aller rechercher les variations de MUC1, qui étaient au préalable recherchées par le mini-sequencing Snapshot, mais qui était très fastidieux à faire vu le volume de patients. Et évidemment aussi l'analyse des CNV par un algorithme de profondeur. Et donc tout ça a été interprété en fonction du phénotype clinique, biologique, histologique et radiologique du patient. Et en fait, au fil du temps, on se rend compte que le phénotype ne colle pas toujours avec ce que l'on trouve, et vice-versa. Et c'est là que c'est vrai que finalement, les phénocopies prennent toute leur place, et on se rend compte que les certitudes que l'on peut avoir doivent être finalement un petit peu moins grandes pour pouvoir avoir un peu l'esprit ouvert et aller chercher des choses là où on ne les aurait pas forcément cherchées. Donc, une fois par semaine, on confronte nos interprétations. Le compte-rendu de biologie moléculaire est rédigé. Et quand il y a besoin, et c'est là où ce que je disais tout à l'heure, c'est que de temps en temps, on a des variations qui posent problème. Évidemment, ces variations de signification indéterminée, pour lesquelles on a besoin de faire du reverse phénotype, notamment. Par exemple, le plus souvent, à partir de la biopsie rénale, on va faire une réanalyse de la biopsie rénale, notamment sur les variants collagéniques, qui peuvent nous poser problème. Et notamment, on envoie pas mal de biopsies au CHU de Poitiers pour l'analyse par microscopie électronique. On les a pas mal sollicités. Ils nous ont beaucoup aidés. Ça nous a permis de beaucoup avancer sur certaines variations. On va également faire le marquage de la chaîne alpha 5 quand cela n'avait pas été discuté au préalable sur des biopsies, puisque le phénotype ne collait pas forcément avec un syndrome d'Alport. Voilà, tout ce genre de choses nous aide à avancer. Et puis il n'y a pas que ça, il y a aussi les maladies rénales avec des atteintes extra-rénales, où on va les rechercher par des examens de radiologie, des examens ophtalmologiques, des examens d'audition, des examens osseux par exemple, certains signes qui sont finalement plus ténus, que j'appellerais peut-être des symptômes hypomorphes, comme on peut le dire avec les variants hypomorphes, mais qui donc passent inaperçus mais sont pourtant présents.
et qui nous aide à faire le compte-rendu de biologie moléculaire. Donc il y a certains patients qui, pour 80% des patients, ont un délai de 3 mois de rendu à peu près. Et puis il peut y avoir entre 15 et 20 patients qui vont avoir un délai de rendu un peu plus long parce qu'on a des investigations supplémentaires. Alors, au terme de ce staff de confrontation, on a plusieurs possibilités. Soit, effectivement, le compte-rendu de biologie moléculaire est négatif. Et à ce moment-là, on avait bien expliqué au préalable au patient qu'on ne le reconvoquerait pas pour rien, qu'on enverrait une lettre lui disant que le test était négatif, à lui ainsi qu'à son néphrologue adresseur, lorsqu'il est adressé par exemple par un néphrologue hors CHU, mais que dans les cas de forte suspicion de maladie rénale génétique, notamment avec un arbre généalogique frappant, eh bien, on va lui proposer de refaire une analyse génétique, cette fois-ci plus complète, avec le génome et notamment le séquençage du génome sur la plateforme Auragène. Si en revanche l'exome était positif, eh bien, là, nous le convoquions en consultation de manière systématique, donc soit Stéphane, soit moi, et on aborde de manière systématique, on a comme un compte-rendu à trous qu'on remplit, où on va aborder chacun de ces points, donc évidemment l'annonce diagnostique, avec l'explication la plus vulgarisée qui soit, et évidemment en s'adaptant aux patients. S'il y a nécessité d'aller chercher des atteintes extra-rénales, notamment si elles ne se sont peut-être pas encore manifestées, s'il existe des traitements spécifiques ou si certains traitements sont en cours de développement, on leur explique également que lorsque l'on participera à des essais cliniques pour cette pathologie-là, nous pourrons, avec le diagnostic moléculaire qui aura été établi, pouvoir potentiellement les inclure en fonction des critères. On peut aussi guider le choix concernant la transplantation rénale, notamment le choix du donneur. Tout à l'heure, on avait une discussion avec Claire et Laurence Michel à propos de ça, justement. On va aussi les aiguiller, leur expliquer clairement quel est le risque de transmission lorsque c'est pas compliqué, notamment. Et puis leur donner les recommandations concernant le dépistage des apparentés. Et puis aussi, chose importante, leur donner des informations sur les associations de patients parce que on se rend compte que finalement, il y a un certain pool de patients qui se retrouvent avec la même maladie, donc par exemple des collagénopathies, des ciliopathies, notamment polykystose de type 1 ou de type 2, qui ont leur propre association. Mais il y a plein de patients qui ont une maladie et qui n'ont pas forcément d'association vers lesquelles se tourner. Donc on leur donne les informations sur les associations de patients qui existent, notamment la IRG. Et au terme de cette consultation, on propose une consultation avec un psychologue qui est très peu utilisée finalement, en tout cas pour l'adulte, hein, c'est différent chez l'enfant. Et puis on propose systématiquement la rédaction d'une lettre d'information destinée aux apparentés beaucoup plus éloignés pour qu'ils puissent en informer les autres membres de la famille, parce que c'est pas si rare que ça qu'ils soient fâchés entre eux ou qu'ils ne soient plus en contact. Mais c'est souvent en fait le diagnostic génétique qui va les conduire à finalement reprendre un peu contact, et via cette lettre d'information, c'est beaucoup plus facile. Alors ça, c'est pour simplement vous donner une petite photographie à l'heure d'aujourd'hui de nos résultats. Donc sur les 618 patients que nous avons séquencés, on avait à peu près 88% qui étaient adressés pour une néphropathie d'origine indéterminée. C'est-à-dire que les néphrologues de la région ont aussi leurs habitudes, envoient les panels au laboratoire de référence, donc par exemple à Brest pour les kystes, et nous envoient beaucoup plus volontiers les néphropathies d'origine indéterminée où ils ont plutôt du mal à s'orienter vers un panel X ou Y. Et donc nos résultats, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, finalement, on a beaucoup de collagénopathie, notamment liée à la chaîne 3 et 4, qui n'étaient pas diagnostiquées. Dans nos résultats, on a une prépondérance de chaîne 3 et de chaîne 4 et beaucoup moins de chaîne 5, probablement parce que ce sont, comme tu disais tout à l'heure Guillaume, peut-être des variants un peu hypomorphes qui à l'état dominant vont en fait donner une maladie beaucoup plus tardive, pas forcément avec un phénotype typique dématuré microscopique, qui peut même disparaître avec l'âge. C'est l'impression qu'on a. La sensation qu'on a aussi, c'est qu'il y a plutôt de l'hypertension très précoce qui apparaît vers l'âge de 30-35 ans, sans forcément de sédiments urinaires très actifs, ou alors très intermittents et donc pas forcément toujours détectés. Et puis derrière ces collagénopathies, on a les tubulopathies avec évidemment Humod et Mucoine. Alors grâce au VN Taper, on a pu corriger un certain nombre de diagnostics. On est revenu sur des diagnostics chez des patients où on avait rendu un exome négatif.
Et ça aussi, c'est très satisfaisant puisque on avait annoncé aux patients que peut-être dans 2 ans, on peut vous rappeler pour vous dire l'exome était négatif, mais finalement, on a trouvé ce qu'il y avait. C'est soit un nouveau gène, soit une amélioration des pipelines. Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, avec Muquan. Alors, il y a aussi cette fameuse question des incidental findings qui fait peur à tout le monde et qui est une source d'angoisse, notamment lorsqu'on discute avec les généticiens. Moi, de mon côté, à la PHM, c'est vraiment une discussion qui peut devenir très tendue parce qu'ils vont nous dire qu'on fait n'importe quoi. Mais bon, globalement, si on regarde rétrospectivement sur la cohorte à Marseille, on a eu pas énormément d'incidental findings. Et les incidental findings qu'on a eu, ce sont des choses qui ont eu un impact plutôt positif en fait sur le patient. On ne parle pas d'incidental findings de type maladie de Huntington, où c'est dans ce cadre-là que ces incidental findings font peur aux généticiens. On est plutôt sur des pathologies qui peuvent modifier la trajectoire du patient ou des apparentés. Et donc, par exemple, je vous donne l'exemple de cette patiente qui avait une néphronephrise et qui avait également une cardiopathie hypertrophique, pas bien étiquetée, pourtant bien évaluée dans le centre de référence des cardiopathies. Et sur l'exome, on a une variation sur le gène MYL2 qui fait partie des gènes à rapporter, qu'on a réinvestigué à la lumière de ce résultat avec le centre des cardiopathies complexes à Marseille, chez le professeur Habib, qui a confirmé effectivement la pathogénicité de cette variation et qui en fait a fait découvrir chez le frère qui allait être le donneur du rein la présence de cette même variation et d'une cardiopathie qui n'avait pas encore été détectée, qui est à risque de troubles du rythme et dont on ne connaît pas bien le pronostic à long terme. Donc ça a modifié la prise en charge du patient, ça a modifié le projet de donneur vivant. Et donc ce n'est pas forcément qu'une connotation péjorative qu'il faut avoir aux incidental findings, il y a aussi des plus qu'il peut y avoir avec cela. Alors, quand on fait un exome, c'est ce qui est vraiment important à expliquer au patient quand on le voit, c'est de lui dire que l'analyse n'est pas figée, elle ne fait qu'évoluer avec le temps, que ce soit avec les pipelines bioinformatiques ou les nouveaux gènes découverts. Et donc ça, c'est une publication qui vous montre finalement que quand on réanalyse des exomes qui avaient été réalisés 5 ans auparavant, eh bien, avec les nouvelles découvertes, on va augmenter largement le rendement chez nos patients. Et c'est ce qui s'est passé. Chez nous, on a en gros 2 réanalyses qui se font soit en fonction de l'amélioration du pipeline bioinformatique, qui est faite chez Biomnis, souvent en collaboration avec Laurent, et via la veille bibliographique, donc ce dont parlait tout à l'heure Émilie, IFT 140, NEC8, voilà, tous ces nouveaux gènes qui étaient connus pour donner des maladies récessives, mais qui à l'état dominant peuvent donner des pathologies, eh bien, on les a regroupés. On les a regroupés en fait en utilisant un fichier de génotypage commun pour tous les patients, où on va aller rechercher avec un filtre de fréquence des variations dans ces gènes-là en particulier, et ensuite on va comparer au phénotype des patients ce que l'on va ce que l'on va trouver et si ça peut coller éventuellement avec un nouveau diagnostic. Et donc là, c'est les quelques exemples que l'on a. Donc le pipeline bioinformatique, c'était pour Muquan. Et puis les réanalyses avec les gènes nouvellement découverts. Donc IFT 140, 2 nouveaux patients, TULPE1, un nouveau patient, NEC8, 3 patients. Voilà, c'est vraiment quelque chose de dynamique et qui n'est pas figé dans le temps. Ce n'est pas comme une numération formule sanguine où vous allez avoir vraiment votre taux d'hémoglobine qui va coller avec le jour où vous l'avez fait. Là, c'est vraiment une analyse pour la vie qui va pouvoir en fait évoluer au fil du temps en fonction des connaissances. Et donc, ça nous a permis d'acquérir une expérience dans le cadre de la maladie rénale génétique, puisqu'on a pu prendre entre guillemets un peu notre indépendance en acquérant notamment des compétences sur le screening des patients, sur le rendu de résultats, mais aussi sur l'interprétation. Et c'est le modèle de co-interprétation en fait qui a rendu possible tout ça. Et ça nous a permis également donc, de pouvoir valoriser les choses sur le plan de la recherche, donc avec différents types d'articles où on rapporte en fait simplement notre expérience, où on va un petit peu plus loin avec la confrontation entre les résultats des biopsies et la génétique. Et ça nous permet également, ça nous ouvre des opportunités avec des nouvelles collaborations. Donc c'est ce que disait tout à l'heure Anne-Sophie Lapointe, que les centres de référence sont là pour pousser à faire développer le réseau parmi les autres centres constitutifs et les centres de compétences
pour qu'ils deviennent de plus en plus, entre guillemets, autonomes, tout en étant collaboratifs. Et donc, on a pu mettre en place pas mal de choses, notamment multiplier nos participations à des essais industriels pour des maladies génétiques ciblées. Ça, c'est vraiment une chance, du coup, que l'on offre aux patients de notre région. Et puis, en fait, tout cela nous a conduit aussi à pouvoir développer des projets de recherche à la fois cliniques, mais aussi un peu plus fondamentaux, notamment bioinformatique, avec l'équipe dans laquelle je suis. Et en fait, in fine, ça nous a conduit à pouvoir candidater à la possibilité de devenir centre de référence, ce qui a pu permettre la naissance de Mare-Mars au sein du centre de référence de Marège, qui est coordonné par Aurélia. Et donc, ça nous a permis de revoir un petit peu l'organisation des choses aussi, de discuter, de savoir ce qui se faisait ailleurs, avec des réunions qu'on a mis en place. Et donc, on a commencé un peu à imaginer ça. Les pathologies d'origine indéterminée, bon, ben, on va continuer à les faire en exome, mais par contre, quand on a des phénotypes hautement spécifiques ou qui font hautement suspecter un phénotype particulier, eh bien, le panel NGS qui est réalisé par Laurence et Claire nous permettra peut-être d'avoir la réponse. Si c'est négatif, les patients seront passés en exome, et si l'exome est négatif avec une haute suspicion de maladie génétique, il sera passé en génome. Je trouve que ce qui est hyper important là-dedans, c'est de voir que finalement, ce qui s'est placé à chaque endroit, c'est cette co-interprétation et donc ce rapprochement entre le clinicien et le biologiste qui permet de donner toute sa plus-value et qui rend les choses plus simples finalement, puisque en fait, nous, cliniciens, on bénéficie des compétences des biologistes généticiens en direct avec ces rencontres qu'on a de manière hebdomadaire. Et je crois que eux, de la même manière, bénéficient des compétences des cliniciens. Donc, finalement, le message que je voulais peut-être vous apporter aujourd'hui, c'était de vous dire que de faire un diagnostic génétique quand on est néphrologue, c'est probablement quelque chose qui doit devenir de la routine pour tous les néphrologues de France et de Navarre. Et que pour accomplir tout ça, il faut probablement que chaque territoire s'organise, peut-être pas forcément sur notre modèle, mais en fonction en fait, de ce qu'ils ont dans chacun de leurs territoires. Et je crois que les grandes lignes, globalement, c'est de pouvoir coordonner peut-être de manière commune comment on fait les choses, structurer les données avec une base de données commune qui va permettre de probablement mieux connaître les pathologies, mieux connaître les gènes aussi, et augmenter en fait les skills des centres de référence. Et puis, surtout, faire rentrer dans la culture générale de la néphrologie que la génétique doit être partie intégrante de la spécialité pour pouvoir à la fois penser à quand faire une prescription de test génomique, mais aussi pouvoir également participer à son interprétation, parce que c'est ça qui va permettre au néphrologue de pouvoir rendre un diagnostic en étant à peu près serein. Donc, je trouve que cette petite image représente bien finalement ce dont nous parlons aujourd'hui. Les maladies génétiques, finalement, ça représente un bel éléphant qui essaie de se cacher devant un petit tronc. Et la deuxième référence à laquelle je voulais faire allusion, c'était celle-ci, que l'ignorance du savoir, finalement, est peut-être beaucoup moins dangereuse que l'illusion de savoir. Et donc, peut-être que l'image la plus simple, c'est le cheval de trait qui est dans son champ et qui ne change jamais de sillon grâce à ses œillères. Je crois qu'il faut lever les œillères et être open-minded pour découvrir encore plus de choses et probablement monter encore plus de collaboration au niveau national pour pouvoir avancer, que tout le monde puisse participer au protocole de recherche clinique, aux essais de recherche plus fondamentale en fournissant des phénotypes, des biopsies ou des données de séquençage. Donc voilà, je voulais remercier le centre coordonnateur Marège et Aurélia qui nous a bien beaucoup aidé pour qu'on puisse devenir Mare-Mars. J'ai pas mis le nom de chaque personne encore, puisqu'on n'a pas encore de diapo toutes bien définies, mais ça va venir. Et en tous les cas, moi, ce que je peux dire, c'est que je suis ravi des quelques réunions qu'on a déjà pu avoir avec Lyon, La Réunion, parce que c'est très prometteur et c'est très, très stimulant pour pouvoir avancer et continuer dans ce créneau-là. Donc, si vous êtes d'accord, comme prévu, on enchaîne et puis on fera
pour pas qu'il y ait de redondance dans les questions, parce que, à mon avis, il y a une certaine complémentarité entre cet exemple qu'on te remercie d'avoir présenté. Ne pars pas trop loin, Thomas. Ne va pas trop loin. Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc, on nous a demandé de parler du plan de l'évaluation HAS des actes de séquençage haut débit et des études fonctionnelles postgénomiques. On va le faire à l'envers. On va commencer par les études fonctionnelles, qui sont sans doute quand même le point le plus intéressant. Donc, vous avez eu un bon exemple de consultation de néphrogénétique. Et donc, dans votre pratique quotidienne, tout part en général d'une consultation par un néphrologue, par un généticien, par un pédiatre, par un généticien et un néphrologue, qui va conduire à la prescription d'un test moléculaire, soit d'un test qui sera un panel plus ou moins gros, soit un exome diagnostic, c'est-à-dire un gros panel virtuel sur un exome, soit un génome. Et en tout cas, à l'heure actuelle, avant de prescrire un génome, on passe par une RCP dans le cadre du plan France Médecine Génomique. Et puis ensuite, il y a des réunions, comme l'a dit Thomas, pour discuter des différents variants, de ce qu'on rend, de ce qu'on ne rend pas. On peut arriver, dans beaucoup de cas, à la conclusion d'un variant pathogène qui est responsable de la pathologie. Il va y avoir une consultation de rendu par le prescripteur qui doit expliquer un certain nombre de choses aux patients pour ce qui concerne la pathologie, son mode de transmission, l'information aux apparentés, etc., etc. Je vous passe là-dessus. Soit on va arriver à un variant de signification inconnue, VUS, VSI. Et là, dans un certain nombre de cas, on va pouvoir avancer parce que le variant n'a rien à voir avec le phénotype, parce qu'on va étudier la ségrégation dans la famille et on va s'apercevoir que ça ne colle pas du tout, soit parce que ça touche à un domaine particulier de la protéine, etc., etc. Mais dans un certain nombre de cas, on va rester avec cette notion de variante de signification inconnue et on va devoir s'orienter vers ces tests fonctionnels. Donc, qu'est-ce que c'est que ces tests fonctionnels ? C'est ce qu'on discutait tout à l'heure avec Denis et Laurent. C'est vrai que ce sont des tests qui sont encore, dans un certain nombre de cas, à la limite entre la recherche et le diagnostic. Et c'est un défi actuellement pour les laboratoires de diagnostic, mais il est très probable que dans les années qui viennent, ça devienne le cœur de métier, en tout cas une grosse partie du travail des laboratoires de diagnostic moléculaire. Donc ça consiste en quoi ? En toute une batterie de possibilités, soit des tests de dosage biochimique qui peuvent être faits dans le sang, dans les urines, dans le liquide amniotique en prénatal, dans des cultures de fibroblastes. Ça peut être des manips in vitro après transfection. Ça peut être des études de transcriptomique. On va vous montrer quelques exemples avec Laurence. Donc pour rechercher des anomalies d'épissage, pour rechercher un ARN détruit parce qu'il contient un codon stop, pour rechercher une différence d'expression, une extinction d'expression, surtout quand on analyse la conséquence de variants de structure. Donc on va étudier des ARN qui peuvent provenir de tissus, mais qui peuvent provenir aussi de cellules sanguines. Dans notre spécialité, qui peuvent provenir, on va voir un exemple de cellules urinaires de patients. Et on peut étudier soit les ARN de façon globale, soit de façon ciblée. Je vais vous montrer un exemple. Il peut s'agir également de manips dans lesquelles il faut sous-cloner dans un vecteur la variation pour faire des études de minigènes. Laurence va vous montrer des exemples pour faire des études d'expression, etc. Ça peut être de regarder l'expression des protéines, leur taille, leur présence, leur absence, leur modification de phosphorylation, etc., etc. Ça peut être des manips d'études d'expression en immunofluorescence, soit in vitro, soit sur des biopsies. Ça peut être des dosages antigéniques. Ça peut être de façon plus globale des signatures moléculaires, comme les études de méthylation. Et puis, ça peut être des modèles animaux, c'est-à-dire d'inactiver un gène chez le poisson, de voir si on rescue ou pas le phénotype en réintroduisant l'ADN complémentaire avec la variation, pas la variation. Donc, vous voyez que ça peut être beaucoup de choses et que ça... C'est en effet quand même à la limite de la recherche pour beaucoup de choses, que ça requiert beaucoup de ressources et beaucoup de temps, mais que si on veut continuer à avancer, à pouvoir annoter notamment les génomes, il va falloir qu'on avance dans ce domaine. Donc,
j'ai mis un exemple ici. Je ne sais pas si Bertrand est encore là. Ouais. C'est une patiente de Bertrand pour laquelle on a eu un résultat très récemment. C'est une patiente, un couple que j'avais vu en consultation parce qu'il voulait des renseignements sur le diagnostic préimplantatoire. Cette dame, elle est née en 89. Elle a un tableau de polykystose autosomique dominante tout à fait classique. Vous avez son imagerie rénale à côté. Elle a hérité la maladie de sa mère. Sa maman, elle est actuellement dialysée. Elle a atteint l'insuffisance rénale terminale à l'âge de 56 ans. Elle est très immunisée. Et donc, elle n'a pas beaucoup de greffons, elle n'est pas beaucoup appelée pour la transplantation. Elle a en outre un anévrisme cérébral qui n'a pas été traité, qui est simplement surveillé pour le moment. Et il n'y a pas d'autres antécédents de pathologie rénale dans cette famille. Donc, on a commencé par adresser l'ADN de cette dame au laboratoire de Brest, qui est le laboratoire de référence, qui est pour nous vraiment le laboratoire expert en ADPKD. Et puis, Marie-Pierre Audrezen nous a rendu un résultat négatif. On l'a testé sans beaucoup de conviction sur notre gros panel dans lequel il y a les ciliopathies avec atteinte rénale dans l'hypothèse d'une phénocopie, comme disait tout à l'heure Thomas. On n'a rien trouvé non plus. Et on a été au génome. Alors, on ne va pas au génome pour tous même les exomes négatifs, on pourra en rediscuter, mais ici, le tableau était vraiment très évocateur d'une polykystose dominante, et donc on avait très envie de penser qu'il y avait un variant qui n'était pas dans les régions séquencées par les différents panels. Et on a identifié une variation intronique qui est à l'intérieur d'un intron, en position plus 224 dans l'intron 16 du gène PKD1, qui est une variation qui substitue une base en une autre base, qui est complètement absente dans les bases de données de population générale, donc qui est très rare, et qui, quand on la regarde sur des programmes in silico, est prédite, alors ça vaut ce que ça vaut, on ne peut rien baser là-dessus, mais est prédite pour créer un site cryptique donneur d'épissage. C'est les petits carrés bleus que vous voyez avec le variant sur la séquence du bas par rapport à la séquence du haut. Donc on a fait une analyse des ARN des cellules urinaires de cette dame. Donc elle a fait une miction, les cellules ont été culottées, l'ARN a été extrait et on a fait un séquençage d'ARN ciblé. C'est une technique qui a été développée par Guillaume Dorval dans le laboratoire. C'est-à-dire qu'on ne va pas séquencer tous les ARN, ou plutôt les cDNA de ces cellules, mais on va capturer avec les sondes de capture qu'on utilise pour notre panel quand on capture l'ADN pour séquencer un panel d'exons de gènes dans les maladies rénales, ce qui va permettre d'enrichir, en tout cas pour les gènes qui sont exprimés dans les cellules urinaires et qui sont représentés dans le panel. Et donc, ce qu'on voit ici, vous avez en haut une biopsie rénale. Il faut lire le gène à l'envers, c'est-à-dire que, je ne sais pas si je peux me servir de ça, ouais. L'exon 15, c'est le grand exon là, après c'est le 16, après c'est... Ah, il ne veut pas. Donc, le gène va dans ce sens-là, c'est exon 15, 16, 17. Vous voyez dans le panel du haut une biopsie rénale, on voit très bien les jonctions très propres de l'exon 15 à l'exon 16, puis de l'exon 16 à l'exon 17. Chez la patiente, on voit qu'entre les exons 16 et 17, il y a une majorité de jonctions, il y en a 45 qui sont en dessous, et qu'il existe également un petit nombre de jonctions, 8 entre le 15 et un pseudo-exon dans cet intron. Et puis ensuite, merci beaucoup, c'est formidable, 10 de la fin de ce pseudo-exon jusqu'à l'exon 17, et avec donc 80 paires de bases entre les deux. Il y a beaucoup moins de jonctions que le nombre de jonctions physiologiques de 16 à 17, probablement parce qu'il y a ce qu'on appelle un non-sens mRNA decay, c'est-à-dire que ce transcrit est en partie détruit. Mais enfin, grâce en plus à l'expertise de nettoyage des contaminations génomiques entre guillemets de Guillaume, on voit ce très, très bel exon, faux exon dans l'intron qui va entraîner donc un décalage de la phase de lecture. Et puis en dessous, vous avez d'autres ADN complémentaires d'urine et de sang. Et donc, on n'a pas encore présenté ce dossier au CPDPN et on n'a pas, voilà. Mais en tout cas, on a quand même vraiment, on pense qu'on a mis le doigt sur la variation pathogène. Depuis, on a en fait
c'est très bien qu'il y ait eu ce topo, puisque, en fait, de son côté, à Brest, Marie-Pierre Audrézet avait proposé de faire un mini-gène en parallèle pour cette patiente. On va vous montrer des exemples après, qui n'a pas marché, mais ça lui a quand même donné l'occasion de voir qu'elle avait cette même variation dans une autre famille de polykystose autosomique dominante dans laquelle ils n'ont rien trouvé. Et hier, en faisant nos diapos avec Laurence, elle m'a dit « Ah, mais tiens, c'est marrant, parce que moi, cette variation, je l'ai dans une famille de polykystose autosomique dominante dans laquelle on n'a rien trouvé. » Et je lui passe la parole pour la suite. Oui, alors d'autres exemples d'études fonctionnelles, puisque nous, on ne fait pas encore l'ARN sur les cellules urinaires, mais ça va venir. Donc là, c'est des études fonctionnelles qu'on a fait en post-génomique. C'est des génomes de patients de La Réunion, pour la plupart, d'Olivier Dunant qui est là. Et donc ici, c'était un exemple avec un patient deux demi-frères par la mère qui ont un syndrome d'Alport. Et il y avait une étude génétique, un panel à Necker qui était négatif. Donc ils ont été passés en génome et on a pu avoir la chance d'avoir le génome en quatuor, ce qui a été assez simple après pour filtrer les variants. Et on a identifié ce variant intronique profond dans Col4A5 et qui était prédit ici. C'est là le variant où l'on voit que ça renforce un site accepteur d'épissage et qu'il existe des sites donneurs, 2 sites donneurs en aval. Donc on avait l'impression que du coup cette portion d'intron allait être considérée comme un exon et intégrée dans l'ARN. Et du coup, ça a bien voyagé la biopsie de peau entre La Réunion et Lyon. Donc on a pu obtenir des fibroblastes et faire une extraction d'ARN. Et donc on a pu montrer la présence d'un transcrit, qui englobe les exons d'intérêt, qui est plus grand que le contrôle chez le patient et qui est dû à l'insertion donc de cette portion d'intron qui est reconnue comme un exon. Et on voit que c'est le premier site d'épissage qui est utilisé, le site donneur, le premier des deux qui est utilisé en fait. Et il y a un effet total sur l'épissage et on voit quand on met des amorces à l'intérieur du pseudo-exon qu'on amplifie uniquement l'ARN du patient. Donc c'est vraiment un effet total qui est dû à la présence du variant. Et depuis, on a pu identifier à nouveau en génome ce variant dans une autre famille de La Réunion avec un syndrome néphrotique aussi. Voilà. Donc ça, c'est pour des études directement à RT-PCR ciblées sur le gène d'intérêt. Là, on a un autre exemple d'étude fonctionnelle qui est aussi un patient de La Réunion encore. Il y a des familles intéressantes à La Réunion. Et là, c'est un génome qu'on avait fait en trio, puisque le deuxième enfant atteint n'était pas encore né. Et du coup, on a fait l'analyse en trio. Et c'était une famille qui avait été analysée aussi à Necker. Et il y avait un variant faux sens dans PKHD1, donc de la polykystose récessive. Et c'était un variant qui était classé comme variant de signification indéterminée, puisque c'était un faux sens, et il n'y avait pas de deuxième variant pour poser le diagnostic. Bon, le phénotype collait très bien avec une récessive. Et en génome, on a identifié un deuxième variant dans PKHD1, donc qui était bien hérité de l'autre parent. Donc l'enfant était bien hétérozygote composite pour le variant faux sens et pour ce variant intronique profond, ici, en moins 97. Et ce variant aussi était prédit pour créer un site d'épissage accepteur avec un site donneur préexistant en aval. Alors, ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on a fait la ségrégation chez l'autre enfant atteint et chez la sœur non atteinte. On a vu que les variants s'égrégeaient bien dans la famille. Et puis, comme c'est un gène qui n'est pas exprimé et qu'encore une fois, nous, on ne fait pas sur les urines, mais on va essayer de s'y mettre, on n'avait pas de tissu accessible du patient, hein, bien sûr pas de biopsie. Et du coup, on a pu faire une étude en mini-gène, quelque chose qu'on développe de plus en plus au laboratoire aussi. Il y a beaucoup de variants à explorer. Et là, on amplifie l'ADN du patient et on l'insère dans un vecteur mini-gène. Donc, on a mis des séquences de part et d'autre du variant. Et ensuite, on sélectionne les clones. On a sélectionné un clone normal et un clone mutant et qui ont été transfectés dans des cellules là, avec 3 transfections différentes. Et on voit très bien ensuite, lorsqu'on fait la RT-PCR, que chez le normal, on a le vecteur avec la taille attendue, l'épissage normal, et chez le muté, toujours cette taille plus importante qui est due à
l'insertion d'un pseudo-exon donc, qui est lié à cette mutation, et lequel pseudo-exon entraîne un décalage du cadre de lecture et un codon stop. Et il y a aussi un effet total du variant sur l'épissage, puisqu'on ne voit pas du tout d'épissage normal lorsqu'on a le variant. Et ça a permis aussi de reclasser le variant faux sens en variant de classe 4, puisque maintenant on sait qu'il est en transe d'un variant pathogène. Le dernier exemple, c'est une autre famille, alors là qui n'est pas de la Réunion, mais c'est encore un alporte, et dans lequel on a identifié, il y a plusieurs membres atteints de la famille, mais on a fait l'analyse en trio, pardon. Et il y a ce variant intronique profond qui ségrège, qui est transmis par la mère. Et on a ce variant, les prédictions ici. On voit que le variant, il est ici et qui ne modifie pas visiblement les sites accepteurs et donneurs d'épissage qui sont préexistants, qui sont des sites cryptiques, mais qui ne sont pas reconnus normalement. Mais on voit quand même, quand on regarde avec d'autres logiciels, qu'on a la prédiction que ces sites sont renforcés par la mutation. Et quand on regarde d'autres choses, ce sont les ESE, donc qui sont des enhancers exoniques de splicing. On voit qu'ici, le variant crée en fait un ESE. Et du coup, c'est beaucoup plus difficile d'être sûr que ce variant va faire quelque chose sur l'épissage. Et du coup, on a pu faire une analyse sur la biopsie de peau de deux cousins atteints. Et on a fait donc du ciblé en RT-PCR séquençage et on observe effectivement que cette portion d'intron est bien reconnue complètement par la machinerie d'épissage et donc est insérée dans l'ARN mature. Donc c'est bien ce variant qui est responsable de la pathologie dans la famille. Voilà, c'est encore une étude ciblée. Oui, avec l'insertion du pseudo-exon qui décale le cadre de lecture. Enfin, je crois qu'il ne décale pas, mais il crée un codon stop, en tout cas, c'est sûr. Voilà, je te repasse la parole. Alors, comme toutes les études génétiques, les études fonctionnelles, ça a un coût et c'est sans doute pour beaucoup d'entre elles très coûteux. À l'heure actuelle, qu'est-ce qu'il existe dans le cadre de la nomenclature actuelle qui, comme vous le saviez, est du RIHN? J'ai recherché par curiosité parce qu'en fait, on ne s'en sert pas très, très souvent. Donc, il y a un N315 pour tout ce qui est transcriptomique à 135 € et un N314 pour les tests pour lesquels il est nécessaire de recourir à la mutagénèse dirigée ou à du clonage, qui est à 810 €. Et du coup, ça va faire le lien avec la deuxième partie de notre topo, qui va être beaucoup moins drôle. Et surtout, j'espère que Rosa est bien là, parce que c'est elle qui s'est occupée, qui a suivi ces réunions. Et donc, je parle sous ton contrôle et tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Donc, il y a eu une saisine de la DGOS qui a saisi l'HAS pour évaluer les actes inscrits au RIHN, c'est-à-dire au référentiel des actes innovants hors nomenclature, appartenant à différentes sections. Bon, en tout cas, il y a la génétique moléculaire par séquençage au débit. Donc actuellement, ces examens sont pris en charge financièrement via leur inscription sur le RIHN et donc ça limite théoriquement leur étude au laboratoire de biologie médicale des établissements de santé. L'HAS devra transmettre ses conclusions à l'Union nationale de la Caisse d'assurance maladie, qui pourra alors, si elle le souhaite, inscrire ces examens sur la nomenclature des actes de biologie médicale. Et pour ça, il faut que ces tests aient fait la preuve de leur intérêt médical dans le cadre du soin courant, dans une indication définie. On a vu avec Thomas un certain nombre d'exemples. Je pense qu'on est tous convaincus de l'intérêt potentiel de ces tests, sinon on ne serait pas là. Donc différents cas de figure pourront se présenter. Si c'est le service estimé correct, ça sera inscrit à la nomenclature. Si c'est insuffisant, ça ne sera pas inscrit à la nomenclature et ça sera désinscrit du RIHN. Et s'il y a un doute, il restera RIHN pendant un certain temps. Donc je vais passer sur les détails. Donc ça concerne entre autres le séquençage au débit des panels de gènes en génétique constitutionnelle postnatale. On va revoir qu'une des grosses questions, c'est que théoriquement ne sont pas inclus dans cette évaluation les examens pangénomiques, c'est-à-dire les études d'exome et de génome.
Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont demandé? Ils ont en fait sollicité les filières maladies rares, toutes les filières maladies rares, et Denis et Jennifer nous ont contactés en nous demandant de rendre notre copie en classant tous les actes, donc toutes les indications, et pour chaque indication, préciser le contexte médical, à quoi ça sert, quelle finalité clinique, quelle est la biblio qui soutient ça, est-ce que c'est ancien, quel est le volume d'activité, quel est le nombre de labos, est-ce qu'il y a des kits dédiés pour le faire, et quelle est la place de ces tests par rapport aux pratiques antérieures. Ils ont manifestement aucune idée de l'hétérogénéité de ce qui peut exister sur le territoire, que je déplore aussi depuis longtemps, mais en tout cas, ils sont complètement à côté de la plaque. Donc on a pris 12 indications qui sont en fait, on a repris les indications que nous, on met dans nos rapports d'activité de laboratoire à l'ABM tous les ans pour dire le nombre de cas testés, le nombre de cas positifs, etc. etc. Et donc, vous voyez ces indications, en gros, c'est les grands groupes de pathologies, hein, c'est CACUT, c'est compléments, c'est ciliopathie, etc., etc. Et on a ajouté, j'ai mis en vert parce que ça avait été mis, pas mis, mais finalement on s'est bien remis, un faux gros panel à la Pitié pour on va dire un exome diagnostic qui ne se dit pas. Un très très gros panel. À la Pitié, ils ont un très 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 gros panel. Donc, on a ensuite répondu pour chacune de ces 12 indications. D'une part, un questionnaire comme celui-là. Là, j'ai mis comme exemple le CHU atypique. Donc, pour dire quand même que ça avait un intérêt diagnostique, pronostic, théranostic, etc., etc. Que c'était le labo expert de référence, c'était à l'HEGP, que Véronique faisait environ, je ne sais plus, 100 tests par an, 100 patients par an, c'est la question 6, et que ça nous semblait tout à fait indispensable. Et puis on a fait la même chose pour les CACUT, pour tout, en redétaillant pour chaque indication la somme de tous les cas testés dans tous les labos. Enfin, c'est très, très agréable à faire. Plus un énorme tableau Excel où là, il fallait mettre tous les gènes de nos panels. Et comme il n'y en a pas deux d'entre nous qui ont les mêmes gènes, même dans les mêmes sous-panels, il y a le petit panel de Lille, le moyen panel de Lyon, le gros panel de Necker, les exomes, le panel virtuel, enfin, etc., etc. Donc, ils se sont retrouvés avec, je ne sais pas, hein, c'est beaucoup de documents que Jennifer a gentiment mouliné, enfin bref. Je crois que Jennifer a tout fait pour que leur rende la tâche très facile. Et le résultat de ça, c'est quand même très, très inquiétant. Ils ont mis beaucoup de temps et c'est ça, hein, Rosa, ils ont sorti des quartiles. Alors les quartiles, c'est les priorités. Et le prioritaire, c'est le Q4. Et le Q4, alors aussi, ils ont cherché les indications qui étaient overlappantes sur différentes filières. Ça les intéresse beaucoup. Et donc le Q4, et ce qui est prioritaire dans nos pathologies rénales pour le diagnostic moléculaire, ce sont donc, ça doit être parce que c'était Rosa qui s'en occupait en fait, c'est les néphropathies tubulaires génétiques. Et le Q1 retrouve quand même les maladies rénales liées à une dysrégulation du complément. C'est-à-dire que c'est quand même un truc pas prioritaire du tout. Donc, on n'était pas très très contents. En plus, on a dit et redit, il faut penser au pan génomique, parce que là, ils nous donnaient quand même un agenda, c'était du style, tout ça, c'est pour dans 3-4 ans, quoi. Donc, on leur disait, dans 3-4 ans, c'est pas sûr que, nos panels, ils seront plus comme ils sont maintenant, s'il y a encore des panels, etc. Mais ça, c'était pas possible. Donc, finalement, il y a eu une lettre commune, c'est ça, hein, Denis, de tous les coordonnateurs de filière, qui a été initiée par nos collègues de la filière de dermatologie, Christine Bodmer, et donc pour essayer de leur dire, il faut penser quand même au pan génomique. Ils ont répondu, ça c'est une première étape, c'est les actes de séquençage de génome et d'exome, ça sera après. Donc, on redit que ça n'allait pas comme réponse. Ensuite, ils ont quand même posé la question qui est réelle, hein, de qu'est-ce que ça va changer au parcours de soins des patients? Est-ce que c'est la juste prescription au bon moment, etc. Et ils nous ont répondu, on fera un autre groupe d'experts. On a posé la question des analyses post-génomiques parce qu'il y a quand même
il y a tout le fonctionnel qui va arriver, et puis il y a quand même un travail qui est très important, c'est les apparentés, c'est le prénatal, etc., etc. Ça, c'est pareil, ça fait pas partie de... la saisine, elle porte pas là-dessus, et voilà. Donc on leur a dit, mais ça, c'est vraiment une vraie perte de chance pour nos familles, mais c'est pas l'objet de la saisine. Et puis finalement, on est revenu à la charge avec les études fonctionnelles, avec le fait que les laboratoires, entre guillemets, de référence, puisqu'il y a des labels de laboratoires de référence, allaient être fatalement surchargés, encore plus de travail avec les études fonctionnelles, avec le fait que de plus en plus, on a des retours de collègues qui ont des interprétations de variants des labos privés sur lesquels ils nous redemandent des précisions. Et alors c'est normal qu'ils nous redemandent des précisions, mais enfin, au final, il faut quand même du monde, des ressources, etc. Mais c'est pareil, ça n'a pas eu l'air de les intéresser beaucoup. Et finalement, suite à la... Alors moi, c'est le dernier épisode que je connaisse, je ne crois pas qu'il y en ait eu d'autres. Suite à cette réunion, donc il y a eu un mail disant que nouvelle hiérarchisation des indications cliniques, les 4 premières prioritaires sont les cardiopathies héréditaires, les maladies héréditaires du métabolisme, les MOC et les maladies musculaires. Et puis depuis, silence radio, pas de son, pas d'image, voilà. Donc, bon, moi je sais pas, je sais pas du tout ce qu'il faut penser de ça, et je n'ai pas de vision, et j'ai pas de. Mais enfin, c'est quand même quelque chose qui pourrait être important. Alors, on passe, je vais commencer, puis je te repasse la parole. On commence avec juste un petit point sur le plan. Bon, vous connaissez tous, on ne va pas vous la refaire, le plan France Médecine Génomique. Ils ont dit 12 plateformes, et puis on va commencer par 2, et puis on va peut-être finir avec 2, enfin, je ne sais pas. En tout cas, une au nord, Sequoia, une au sud, Oragène. Orchid, on a été dans les premières préindications acceptées, et on avait mis comme préindication néphropathie d'origine indéterminée avec, si possible, du phénotypage et des personnes pas trop âgées et des parents analysables, si possible, et en particulier quand il y a un contexte de transplantation et a fortiori s'il y a un DVA, les maladies syndromiques, et puis les pathologies, les phénotypes de maladies rénales autosomiques récessives dans lesquelles un seul variant a été identifié. Ce qu'on avait, ils nous demandaient de prévoir à peu près le nombre de dossiers qu'on aurait. Et en 2019, on a dit qu'on attendait annuellement 100 cas index par an à peu près, 50 pour le nord, 50 pour le sud. Donc là, je vous mets le rapport Sequoia au 1er décembre 2023. Donc, validé en RCP, 204. En fait, ce n'est pas exactement ça. C'est validé en RCP et prescrit par le prescripteur dans SPICE pour que le patient soit prélevé. Mais en fait, je n'ai pas pu faire exactement le compte de tout en termes de accepter, refuser, etc. Mais il y a eu beaucoup plus de dossiers acceptés en RCP que de dossiers prescrits dans SPICE. Donc ça, c'est un premier message. Soit c'est trop compliqué, soit c'est pas très bien. Ensuite, bon, je vous passe sur ce qui est en train d'être séquencé, ce qui est séquencé, ce qui ne l'est pas, le fait qu'on met trop de temps, vous le savez. Et au final, donc, il y a 108 dossiers qui ont été clôturés, 24 concluants, et ce qui représente 28%, et le reste de non conclusifs, en sachant que dans les non conclusifs, on a quand même plusieurs dossiers avec des variants introniques qu'on a secondairement validés en transcriptomique, mais pour lequel il faut qu'on fasse un deuxième compte-rendu. Ça, c'est notre job et on ne l'a pas fait. Donc, ils sont toujours classés dans les non-conclusifs. Ça, c'est pour vous montrer les différentes spécialités. J'ai demandé à Pierre Blanc ce que c'était que là où c'est tout bleu, c'est-à-dire 100% de positif, et il m'a répondu que c'était une erreur. Et c'est vrai. Donc voilà la néphro. Vous voyez qu'on est, voilà, on n'est pas ni meilleur ni moins bon que les autres. Et je repasse la parole à Laurence. Oui, c'est un petit peu pareil. Nous, on a 3 RCP majeurs. Hein, vous voyez, il y a la nôtre, la néphrogone, enfin en Marège maintenant, celle de l'Ouest et puis celle de Strasbourg. Donc là, il y a tous les chiffres. C'est très compliqué pour nous de récupérer ces chiffres de façon facile. Donc voilà, simplement, j'ai noté qu'on avait 204. Ça correspond à peu près les chiffres entre les deux plateformes, j'ai l'impression. Hein.
Alors effectivement, ça c'est le séquençage. Alors en bleu, c'est les dossiers rendus. Là, c'est les dossiers en cours d'interprétation. Bref, on en a rendu 116 au jour d'aujourd'hui. On a pas mal de retard, mais on rattrape un peu. Il faut dire qu'au début, on n'était que 2 avec Claire pour interpréter, donc c'était un peu limite. Maintenant, on a beaucoup de gens qui nous ont rejoints. Donc là, vous voyez les nouvelles personnes qui nous aident à interpréter, dont Louis Le Breton qui est à Bordeaux, Marine qui est chez Biomnis et également à Grenoble, et Olivier Grunewald à Lille qui nous aide, et puis Anne-Sophie qui va nous rejoindre aussi. Là, c'est les RCP d'amont qui ont validé des dossiers pour la filière. Donc vous voyez qu'il y a les 3 RCP principales, mais il y en a aussi plein d'autres, notamment celle de Dijon, qui n'est pas une RCP dédiée, mais qui nous envoie beaucoup de dossiers, et beaucoup de dossiers un peu complexes, parce que c'est souvent des solos, en fait, donc on est un peu gêné pour les interpréter. Voilà. Le rendement diagnostique, il est un petit peu pareil, vous voyez, on a à peu près 32% de positifs, et 67% de non concluants, non conclusifs, je ne sais jamais. Et pareil, il y en a quelques-uns qui sont des introniques profondes, des variantes de signification déterminée qu'on a reclassées en 4 ou en 5 maintenant. Mais je ne sais pas, même si on fait un deuxième compte-rendu, si ça va rentrer dans les statistiques de variants élucidés. Je ne sais pas comment ça marche. C'est pas très simple pour nous de voir comment ça fonctionne. Voilà. Et ça, toi, tu avais tes centres prescripteurs et les nôtres. D'abord, j'ai oublié de citer les gens qui interprètent, c'est très mal. Et je voulais d'ailleurs beaucoup remercier Anne-Sophie Lèbre qui fait beaucoup pour le Rhin sur Sequoia. Donc il y a aussi Olivier Grunewald, il y a Marie-Pierre Audrézé, Rosa Vargas, Laurent Cédé. Et je crois que j'ai dit tout le monde. Voilà. Et ça, il faut que je m'excuse auprès de Laurent parce que j'ai diffusé dans mon compte-rendu de ma réunion Marea un truc faux parce que j'étais pas foutue de passer à la page 2 sur l'ordinateur, je suis pas très douée. Et donc, vous avez la liste des centres prescripteurs. Ça montre que Tenon prescrit beaucoup. Ça montre aussi qu'il y a pas mal de centres qui, sans doute, ne prescrivent pas et donc que la procédure, notamment avec cette RCP, peut-être reste un peu complexe. Mais bon, voilà, on pourra en discuter. Vous voyez chez nous les villes qui prescrivent. Voilà, je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Si, on nous a beaucoup reproché de ne pas rendre assez vite. Donc, je pense que ça freine aussi peut-être les nouvelles prescriptions, mais on s'améliore. Mais il faut dire qu'on fait ça vraiment sur notre temps libre, donc c'est pas évident. Ça, c'était juste pour vous dire que sur les 2 plateformes, en fait, c'est ça, a été mis en place un circuit dit rapide. Alors rapide, c'est pas du tout assez rapide pour Laurent Ménard. Laurent, il faut quelques heures, mais donc l'ambition là, c'était de faire en 3 à 4 semaines, notamment pour des mineurs hospitalisés en réa, avec souvent des décisions de projets de soins à la clé. Et puis du coup, moi je m'étais demandé, j'en avais parlé à la réunion Maria, mais on peut en reparler ici, après avoir entendu le topo de Khalid sur les HTA menaçantes, le taux très élevé de variations pathogènes dans les gènes de régulation du complément, si on ne pourrait pas proposer en néphro 1 ou 2 indications ciblées sur des génomes rapides, même s'ils ne sont pas ultra rapides, mais c'est à discuter avec tout le monde. Et puis alors le CAD, j'ai pas grand-chose à dire, c'est la partie recherche prévue dans le cadre du plan. C'est pas très clair. Il y a un guichet avec une évaluation scientifique et éthique. Il y a des projets qui ont été proposés, il y a des projets qui ont été acceptés. À ma connaissance, il n'y a rien qui a été encore fait, au sens les porteurs de ces projets n'ont pas eu encore accès au génome, etc. etc. Mais c'est pareil, c'est peut-être quelque chose à réfléchir au sein de la filière sur des possibilités d'accéder alors je ne sais pas à quelles données, je ne sais pas si c'est pas très clair et c'est peut-être pas très génial ce qu'on nous proposera, mais en tout cas d'accéder à des données de séquençage de génome entier sur des projets de recherche en néphrologie. Je crois qu'on a fini.
Merci beaucoup, Thomas, si tu veux revenir. Il y a sûrement des commentaires ou des questions. Je vous en prie, sinon je vais commencer. Finalement, vous nous avez présenté quelque chose d'extrêmement complémentaire, avec une organisation régionale PACA, où, si j'ai bien compris, Thomas, la base de tout, c'est la consultation de néphrogénomique, premièrement, et deuxièmement, le staff de 4 heures, une fois par semaine, avec des généticiens. Donc ma question, c'est ces généticiens, comment as-tu réussi à les convaincre, premièrement? Deuxièmement, quel a été leur... d'avoir du temps, de prendre du temps, de dédier du temps à ça, parce qu'ils nous disent toujours qu'ils n'ont pas de temps, ce que je comprends, parce qu'ils font plein de choses. Et deuxièmement, et là c'est est-ce que leur formation en néphrologie était quelque chose d'évident pour cette interprétation? Je veux dire, à Montpellier, on a des très bons généticiens, mais comme moi, s'ils sortent de leur comment dire, zone de confort, ils ne sont pas à l'aise. Donc, alors nous, on est arrivé sur un terrain qui était déjà un peu travaillé par Laurent. Donc, en fait, la proposition de co-interprétation, c'est Laurent qui l'a mis en place, et moi, j'ai juste emboîté le pas. Et Bioomnis a fait en sorte, en fait, de mettre en place ces co-interprétations avec les cliniciens qui le souhaitaient. Donc, quand on a des volumes réguliers, hebdomadaires de patients qu'on envoie au séquençage, ils nous bloquent ces staffs hebdomadaires pour pouvoir faire les interprétations. Donc voilà, on n'a pas eu besoin de beaucoup travailler. Pour ce qui est de la formation en néphrologie, je crois qu'ils ont en fait appris, moi en tous les cas, quand j'ai commencé avec eux, ils ont appris la néphrologie comme moi j'ai appris à interpréter en gros. Et en fait, ça ne s'arrête jamais finalement. C'est un peu comme la médecine. Donc je crois qu'un généticien peut tout à fait aller interpréter pour n'importe quelle spécialité, du moment qu'en fait il y a une discussion avec le clinicien en face, et quand les compétences sont ensemble, je pense que c'est largement possible de pouvoir arriver à faire les choses, quoi. Vu que mon nom est cité souvent, je vais donc historiquement, ça s'est mis en place sur le fait que on a très vite réalisé qu'en faisant des tests pangénomiques, s'il n'y avait pas de discussion avec le biologiste, on allait aller nulle part, en fait. Et donc, la co-interprétation s'est imposée comme un standard, sinon, ça allait devenir ingérable à fur et à mesure. Et donc, comment les biologistes sont intéressés à la néphrologie? On les a intéressés. Et il faut dire qu'ils ont été d'excellents élèves, parce que maintenant, ils sont au moins 3, je pense, à être formés à la néphrogénomique, au moins adultes. C'est ceux qui le voient le plus souvent. Ils se sont même inscrits au DU d'Orchid, qu'ils ont validé pour certaines, pour vous dire que l'intérêt qu'ils portent. Et donc je pense qu'on peut les remercier de s'intéresser. Et plus ce modèle-là, il le distribue même en dehors des zones qu'on a mis en place. Je pense qu'il y a des prescripteurs qui parfois prescrivent des choses dans d'autres endroits de France. Et il y a aussi une interprétation obligatoire qui se met en place, sauf si le prescripteur refuse obstinément de parler au biologiste. Mais globalement, je pense que c'est bien qu'il y ait ce discours-là. Alors, ce système-là est décrié parce qu'en fait, quand on essaye de le positionner à l'échelon international comme un modèle, on a essayé de publier un papier sur ça, pour tout vous dire, qui s'est toujours fait bouler jusqu'à présent, c'est que les éditeurs nous disent « Vous êtes gentils, mais les prescripteurs n'ont jamais le temps de faire ça et n'auront jamais le temps de le faire. » Alors aujourd'hui, ce n'est pas le sentiment qu'on a. Si on a suffisamment un nombre, je dirais, suffisant de prescripteurs un peu experts, on essaye d'augmenter le nombre de prescripteurs un peu experts qui peuvent avoir ces discussions-là et de créer de plus en plus de staff, de plus en plus ouverts, pour pouvoir justement distribuer cette parole. Et c'est comme ça que la néphrogénomique peut s'installer dans le soin progressivement. Ce n'est pas tout seul dans son coin, c'est vraiment très participatif. Donc c'est vraiment le rôle des académiques de porter ça. Donc c'est comme ça que ça s'est mis en place, pour vous faire un historique. Juste une petite remarque, par exemple pour l'expansion de la néphrogénomique, nous on a un praticien qui est parti en Corse, qui s'est installé en Corse, qui a vu comment on fonctionnait à Marseille puisqu'il était chez nous, et il a exporté le modèle là-bas, et donc il participe au staff de néphrogénomique le lundi quand il a des patients justement qu'il envoie au séquençage, et il va devenir autonome là-dessus.
C'était juste pour dire qu'il y a quand même des endroits où ça existe. Tu vois, à Bordeaux, à Brest, à Necker. Voilà. Excusez-moi, juste, j'ai oublié, et je lui présente toutes mes excuses, de citer Marguerite Hureau dans Les Interprétateurs. Et Alors, je reprends juste sur la remarque de Laurence, parce qu'effectivement, quand on dit ce modèle-là, les généticiens disent, vous êtes gentils, on fait ça depuis tout le temps. Mais effectivement, vous le faites depuis tout le temps, sauf que dans le monde des spécialités comme la néphrologie, c'est très nouveau. Et en fait, c'est justement le problème, c'est de casser comment le David Geneviève vient discuter avec, pour le nommer, avec le professeur Morin. C'est la grande difficulté, c'est d'attirer suffisamment d'attention dans notre spécialité. Alors, soit on forme nous-mêmes des biologistes ou des prescripteurs qui discutent ensemble, mais ça existe en déficience intellectuelle, dans plein de spécificités, mais en néphrologie, c'est compliqué, ça n'existait pas. Et donc, quand on parle de ça aux généticiens, mais on fait ça tous les jours. Mais oui, mais en néphrologie, non. Ça se fait en stade d'anapathe, par exemple. Ou dans certains endroits limités. Désolé, hein, ça ne se fait pas sur tout le territoire aujourd'hui. Et c'est pour ça que, effectivement, on n'a rien inventé, on copie un modèle, mais on l'a bien multiplié sur tout le territoire, pour la néphrologie adulte notamment. Et je voulais juste aussi faire un rappel. Par exemple, quand on a des variations qui tombent sur les gènes du complément, on a tendance à solliciter pas mal des spécialistes du gène du complément. Donc Véronique, je lui passe Équerine, par exemple. Des fois, c'est 2 ou 3 coups de fil dans la semaine, voilà, pour discuter de dossiers. Et donc, il y a certains groupes de gènes aussi, comme par exemple les gènes avec des études fonctionnelles comme ça, qui sont difficiles à rendre parce que c'est entre une maladie mendélienne et un facteur de risque où la collaboration avec le généticien biologiste ne suffit pas toujours et il faut aller chercher ailleurs les compétences. Donc, je pense que le maillage territorial de tout ça est hyper important. Merci pour votre présentation. Moi, j'avais une question. Thomas. Ça marche pas? Si. Moi, j'avais une question, Thomas, sur comment, finalement, quand vous avez donc une grande partie, sans surprise, des résultats sont des variants COL4. On sait que les variants pathogènes COL4A3, COL4A4, on peut en identifier et en particulier les variants et les variants stop en particulier, on peut en identifier jusqu'à 1 sur 100 individus dans la population générale. Je me demandais comment vous faisiez un petit peu pour conclure à l'implication de tels variants par rapport à tel, parce que tu as beaucoup parlé de phénocopie et de diagnostic inattendu, mais comment vous arrivez à vous garantir de la surinterprétation de certains variants pas si rares? Alors justement, on évite de surinterpréter et quand on n'a pas de certitude pour un variant qui est un variant de classe 3+++, il restera en classe 3 et ne sera pas rendu en l'état actuel des choses. Et même Par contre, on va se donner les moyens. Un variant de classe 4-5 hétérozygote, on sait qu'il y en a qui sont clairement responsables d'une maladie et d'autres, on sait, qui peuvent être identifiés chez des gens qui n'ont pas de présentation. Alors, on ne rend pas les variants pour lesquels on n'a pas suffisamment d'arguments puisqu'on s'appuie sur la classification ACMG et on ne sort pas des clous. Mais par contre, il y a des variations, comme par exemple la glycine 1277 ou la leucine 1474 proline, qui sont difficiles à rendre, mais pour lesquelles on arrive à aller un peu plus loin. Par exemple, avec la microscopie électronique, on a plusieurs familles maintenant, bien documentées. J'espère que le papier, on va pouvoir le soumettre, permettant de redéfinir peut-être la place de ces variations. Et donc, c'est ça aussi que ça nous permet de faire. Alors, pour le rendu des résultats, quand on a un doute sur une variation, elle est en variation de signification indéterminée et elle n'est pas forcément communiquée aux patients. Elle reste dans le compte-rendu de staff qui est médical. Et on relie les dossiers avec les nouveaux éléments, avec le reverse phenotyping. Je crois que ce que voulait dire aussi Émilie, c'est les glycines, ce n'est pas des VUS. Les glycines, c'est des variants selon la CMG pathogènes. Des glycines, c'est 1% de la population. Et toute la difficulté, c'est d'arriver à savoir s'il y a un lien de causalité ou pas entre l'insuffisance rénale du patient et le fait qu'il y ait cette glycine. Et on a montré, ça fait plus de 25 ans, je pense, que effectivement, la plupart des patients n'ont qu'une hématurie et n'auront qu'une hématurie toute leur vie,
mais que d'autres vont développer une micro, puis une macroprotéinurie, puis une insuffisance rénale, voire une insuffisance rénale terminale tardive. C'est là-dessus, je pense que c'était surtout là-dessus que portait la question. Alors, ceux-là, tu les rends, mais comme en général, tu trouves des glycines, je ne sais pas moi, à 30 ans, à 40 ans, chez un patient que tu testes parce qu'il a une insuffisance rénale de cause indéterminée, comment tu... Alors, 50 ans, comment est-ce que... La question, c'est comment faire pour être sûr que ce variant est causal de l'insuffisance rénale, plus que quelle est sa classe ACMG, parce que sa classe ACMG, elle est claire. Il n'y a pas 100% d'une part, et puis il n'y a pas 100% des patients avec insuffisance rénale et une glycine dans col4A ou col4A4, dont la maladie n'est liée que à ça, ou même peut-être est liée en partie à ça. Enfin, voilà. Alors, c'est une... Ce qui pose, juste pour compléter Laurence, mais ce qui pose le problème de la ségrégation derrière, parce que forcément, quand on fait un rendu comme ça, les patients derrière demandent une ségrégation et ça expose, et là on quitte le monde des adultes pour arriver dans le monde de la pédiatrie, ça expose au fait de devoir chercher des variants pour lesquels on n'est pas du tout sûr de la pathogénicité chez les enfants, chez qui parfois sont asymptomatiques, donc la question est réglée, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de le faire, on n'a pas le droit d'aller rechercher s'il n'y a pas de bénéfice direct pour l'enfant, et d'autant qu'on n'est pas sûr de la pathogénicité de la mutation. Mais du coup, ça pose un vrai souci par rapport à tout ce qui découle, en fait. Et je ne parle pas de diagnostic prénatal. J'allais ajouter, la dernière fois, on m'a sollicité pour un col4A3, incident chez un fœtus. Oui, vas-y. Je ne sais pas si quelqu'un voulait... Il voulait répondre, je crois. Donc pour les glycines... On a 3 minutes. Hein. Je pense, oui. On pourrait prendre 3 heures. Le problème, c'est qu'on a probablement des visions un peu différentes, parce que moi, je vois des patients qui ne vous auraient jamais été adressés, et des patients qui sont plus âgés. Je pense que ce qui est important à prendre en compte chez les adultes plus âgés, qu'on voit beaucoup, on a beaucoup plus d'adultes plus âgés que ce que vous peut-être recevez, c'est qu'il y a le dosage du gène est moins prépondérant chez le patient adulte âgé, puisqu'il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, peut-être d'autres polymorphismes génétiques, et également l'environnement avec les expositions à des toxiques ou à des comorbidités qui peuvent en fait faire surajouter un surrisque de maladie rénale. Et donc, je pense que c'est pas aussi simple que ça de dire que c'est compliqué de rendre des glycines parce que, effectivement, chez les apparentés notamment, qui ont moins de 18 ans, ça peut rendre complexe la discussion. Mais les patients, lorsqu'ils viennent en consultation, sont bien au courant de l'impact que ça peut avoir au niveau de leurs enfants. Et c'est une discussion, que l'on a avec eux, qui pour l'instant, alors je touche du bois, hein, peut-être que je ferai face à des problèmes, mais effectivement, on n'a pas eu de soucis majeurs chez des jeunes enfants de moins de 16 ans avec la recherche d'une variation qui n'était pas clairement pathogène, très jeune. Voilà. On n'a pas eu de variation hypomorphe. Alors, le dernier mot là-dessus, parce que sinon... D'abord, la plupart des prélèvements que je reçois, ils ont plus de 50 ans. Non, mais j'aime longtemps que ça soit dit, parce que... Bien sûr. Et la question, c'est, même chez un patient de plus de 50 ans, si son père est vivant, ce qui arrive, et qui porte ce variant et qu'il a une hématurie microscopique, c'est quand même un élément extrêmement important. Vous êtes d'accord ? On a beaucoup de patients qui n'ont pas l'hématurie microscopique, qui ont une insuffisance rénale chronique qui est avancée et qui ont une hypertension qui est apparue précocement avec une néphropathie étiquetée de vasculaire. Pas de problème, mais si son aïeul vivant la porte aussi et n'a pas de maladie rénale ou a une hématurie isolée, enfin n'a pas de maladie rénale chronique... Bon, je crois qu'il... On peut discuter, mais non, mais c'est une discussion super intéressante, et je trouve que du coup, cette réunion Orchid nous permet de pouvoir peut-être organiser de futures réunions. Moi, je vais juste une question à poser pour terminer à Laurence et Laurence. Comment se font les échanges sur ces analyses fonctionnelles sur des variants de signification inconnue au niveau international? Qu'est-ce qui fait que ce que vous faites, ce que vous avez fait,
Il y a peut-être en Belgique, Allemagne, etc. Et réciproquement, des informations à récupérer. Justement, est-ce qu'il y a quelque chose qui existe? Ils se font comme les autres échanges de partage de variants par Kinvar, par DECAF, par publication, mais par AGMD. Je ne suis pas sûre que ça soit optimum en termes de diffusion d'informations, parce que malheureusement, tous nos variants ne sont pas publiés et ne sont pas mis dans... Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, le plan France Médecine Génomique nous empêche de déposer nos variations dans Kinvar. Merci, je voulais rebondir sur le partage international parce que c'est très important. Moi, dans le cadre de CleanGen et CleanVar, donc il y a des groupes de curation du lien gène-maladie et donc avec des réunions bimensuelles, c'est assez chronophage. Je fais partie du groupe ciliopathie et maladie kystique et quelquefois on se retrouve avec des gènes pour lesquels il y a eu très très peu de cas publiés, par exemple. Et donc là, on va aller à la chasse aux observations supplémentaires parce qu'il y a tout un système de scoring de chaque famille, et de toute l'évidence, donc in silico, in vivo, etc., in vitro. Enfin, chaque élément est décortiqué et scoré pour pouvoir classer comme faible évidence, modérée, forte ou définitive. Et puis donc c'est très précieux quand il y a eu par exemple Laurence, tu avais je crois deux patients d'une famille d'IDIP 1L parce qu'il y avait très peu de cas publiés et idem pour d'autres gènes et pour CleanVar c'est pareil et c'est bien pour les plus jeunes aussi qui veulent participer à ces groupes. Ça peut être pour les personnes en thèse ou ça peut être très 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 intéressant et formateur et c'est très ouvert. On va s'arrêter là malheureusement. Un grand merci.